Et le grand oral continue, on va plonger dans l'histoire récente d'un parti que l'on a bien connu, qui a scandé la vie des Français pendant de nombreuses années, depuis d'ailleurs 1976. Il s'agit du RPR, Rassemblement pour la République. Bonsoir Pierre Marenti. Bonsoir Miguel Darmon. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors vous avez été directeur de cabinet, vous êtes auteur, vous connaissez bien cet univers de la droite française, vous avez déjà écrit sur les barons du gaullisme, vous avez écrit sur Charles Pasqua. Cela vous a amené naturellement à écrire une première histoire quand même du RPR. Parti, je disais, créé en 1976, vous publiez cette histoire en 2026. Il fallait tout ce temps pour que le sujet entre vraiment dans l'histoire ? D'abord, c'est le fruit d'un cheminement personnel, hein, vous l'avez rappelé. Je me suis beaucoup intéressé au général de Gaulle, au gaullisme. Là, on est dans l'après-gaullisme. Que se passe-t-il après le général de Gaulle? Que devient cette droite protéiforme, qui est bien sûr un héritage gaulliste, mais qui évolue aussi au regard du monde? On a beaucoup parlé du tournant libéral du RPR, on pourrait y revenir. Et puis, effectivement, le temps en histoire permet d'avoir un regard plus objectif, plus apaisé. C'est les 50 ans de la naissance. En même temps, c'est simplement les 25 ans de la disparition, puisque c'est 2002, la création de l'UMP. Donc, on est encore dans de l'histoire ultra récente, avec beaucoup d'acteurs qui sont en vie. Et il y avait ce double défi de faire un travail historique sur un parti récent, mais qui est déjà une forme d'histoire ancienne. Le monde a beaucoup évolué, les réseaux sociaux, la manière de faire de la politique aujourd'hui, quand on regarde et quand on raconte le RPR, c'est un autre monde. Alors voilà, effectivement, l'histoire avance avec nous. Alors on y reviendra aussi parce que effectivement le sigle RPR a une nouvelle vie aussi en ce moment, étonnante, édifiante, qui raconte aussi les évolutions de la droite française. On y reviendra. C'est donc effectivement la première histoire synthétique, approfondie du RPR, qui fut donc le grand parti de la droite française à la fin des années 70, jusqu'à, vous l'avez dit, sa transformation en UMP. Cet ouvrage, il combine le récit historique, l'analyse idéologique et politique, les sources inédites, les entretiens. En fait, vous racontez quoi? L'histoire d'une ambition, celle d'un Jacques Chirac, ou celle d'une maison politique qui a véhiculé cette fameuse certaine idée de la droite, pour reprendre la formule du général de Gaulle, sur la France? C'est les deux à la fois. D'abord parce que c'est le parti de, par et pour Jacques Chirac. Donc c'est une histoire de Jacques Chirac et une histoire de la vie politique de Jacques Chirac à travers ce qui a été son instrument de conquête politique. Et en même temps, c'est l'histoire de la réussite de Jacques Chirac par sa capacité à entraîner autour de lui, à faire cohabiter, coexister dans une même maison politique des esprits bouillonnants, impétueux, au caractère orageux, qui parfois étaient radicalement opposés. Comment un Philippe Séguin, gaulliste social, et un Édouard Balladur, apôtre du libéralisme, ont vécu, comment un Alain Juppé, défenseur plus tard d'une UMP centriste et libérale, a-t-il pu coexister avec un Charles Pasqua, bouillonnant souverainiste? Comment tout ce petit monde s'est retrouvé derrière un homme, Jacques Chirac? Alors, et c'est en cela où justement, ce que l'on comprend, c'est que c'est vraiment du néo-gaullisme, dans le sens où ça reprend la capacité qu'avait le général de Gaulle de créer cette matrice pendant la guerre en disant vous allez vous rassembler avec les communistes, avec la droite, avec les gens qui sont autour de moi pour reconstruire le pays, peut-être avec encore des ondes de choc et des conséquences que l'on vit encore aujourd'hui. Mais en tout cas, les grandes structures de l'après-guerre ont été créées dans cette logique de travaillons ensemble, vivons ensemble. C'est le cœur du vivre ensemble politiquement à la française. Oui, alors j'irais même au-delà. Lorsque le général de Gaulle crée son premier parti politique en 1947, le Rassemblement du peuple français, le RPF, il y a cette idée que la maison du gaullisme, c'est la maison des résistants, c'est la maison des amoureux de la France, c'est la maison de ceux qui veulent se réunir malgré leurs différences politiques. Les communistes aussi ont résisté. Alors il y a eu des communistes qui se sont retrouvés dans le parti gaulliste. Moi, dans un précédent ouvrage sur l'histoire du gaullisme social, en fait l'histoire des hommes de gauche qui ont participé au gaullisme, je raconte comment Manuel Bridier, un président des jeunes communistes, donc vraiment une figure y compris partisane des jeunes communistes, se retrouvent dans l'aventure du RPF derrière le général de Gaulle. Donc le RPF et l'ambition du gaullisme, c'est vraiment ni la droite ni la gauche, tous les Français à la fois, autour d'un projet politique. Et Jacques Chirac va avoir la même ambition quand il crée le RPR. C'est un parti qui réunit la droite dans tout son ensemble, la droite bourgeoise, libérale, et puis la droite populaire, la droite prolo, comme il l'appelait parfois, la droite sociale, du maçon au bourgeois propriétaire, qui se retrouvait derrière un homme, derrière une certaine idée de la France, vous l'avez dit tout à l'heure, formule du général de Gaulle sur une certaine idée de la France à l'étranger, un certain nombre de valeurs, une position internationale, mais aussi
une certaine idée de notre histoire, de la vie politique, de la concorde française, qui tient de la Révolution, du Front populaire, du Conseil national de la résistance, de l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ça que Jacques Chirac a voulu reconstruire. Et qui justement permet les conditions de la réussite. Vous le dites à un moment donné dans votre livre, vous citez Jacques Chirac en disant, au fond, la France gagne quand et le RPR gagne aussi, donc quand il ressemble à la France. C'est vrai, Jacques Chirac gagne en 95. Pourquoi ? Parce que lui qui est une icône de la droite libérale, 86, 88, 93, 95, c'est aussi avec le discours de la fracture sociale, rassembler à sa gauche, parler au peuple de gauche. Et j'aime beaucoup cette formule que vous me permettrez de vous reprendre. Mais oui, parce qu'en fait, c'est la vôtre en l'occurrence, enfin, c'est celle que vous avez citée de Jacques Chirac dans votre livre. Elle est en tout cas symptomatique de ce qu'a été le RPR. Quand le RPR ressemble à la France, il gagne. Alors, on y reviendra effectivement, notamment sur cette victoire de 95 qui recèle tellement de leçons, d'enseignements et de paradoxes. Mais d'abord, en quelques mots, faites-nous partager un petit peu la méthode de création. Comment vous avez fait ce livre ? Quelle source, quel trésor vous avez pu découvrir pour pouvoir vous dire, ça y est, je peux apporter au public quelque chose que l'on ne connaissait pas, que vous-même peut-être avez-vous découvert durant vos recherches ? D'abord, c'est mon 5e livre sur l'histoire de la droite contemporaine. Oui, donc, déjà quelques notes. Il y avait quelques notes, quelques archives, quelques rencontres. C'est un livre qui a pu se faire pour 2 raisons archivistiques au sens document. D'abord, les Républicains, le parti héritier du RPR, ont accepté de me laisser consulter un certain nombre de leurs archives. Et puis, un certain nombre des protagonistes et donc leurs familles, leurs descendants. Je pense à la famille de Charles Pasqua, la famille de Philippe Séguin, m'ont laissé aller travailler dans les archives, dans les documents. Donc vraiment retrouver des notes, des discours, des comptes rendus de réunions pour raconter cette histoire. Puis ce livre, c'est aussi beaucoup d'entretiens. C'est quasiment une 50aine d'entretiens avec des cadres, des anciens ministres, des anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, qui ont tous joué le jeu, et puis aussi des militants. Je voulais raconter une histoire qui soit une histoire politique, une histoire par le haut, par les grands moments, puis une histoire par le bas. Qu'est-ce qui a fait le sel du parti ? Quels étaient ses moments militants, ses chansons, ses banderoles, ses t-shirts ? Qu'est-ce qui explique que le RPR a été un grand mouvement de masse ? 885 000 personnes en 1986. On voudrait trouver la recette magique qui a permis d'avoir autant de militants. Oui, cette fameuse formule donc, du métro à 18h, c'est-à-dire c'est la France, c'est en tout cas le peuple qu'on voyait dans sa diversité. C'est donc aussi, on le voit d'ailleurs à travers votre livre, un rassemblement de noms, de personnalités qui défilent, qui nous ont accompagnés, les Marie-France Garot, Pasqua, Séguin, Balladur, Juppé, Sarkozy, bien entendu Chirac. On se prend même parfois d'avoir un peu nostalgie en disant voilà, il y avait des personnalités, c'est Hussard, c'est Grognard, tous ces étendards. C'est le grand, au fond, c'était aussi une histoire romantique de la droite. C'est un romantisme de la droite que vous voulez aussi nous offrir. Oui, parce que je crois que proposer, en tout cas. La droite avait ses figures. Raconter cette histoire, c'est raconter le temps long. Que l'actualité politique, depuis une dizaine d'années, est une actualité ultra rapide, de gens qui gagnent tout de suite, dans l'immédiat. La politique, à gauche comme à droite, ça a aussi été du temps long, des moments durs, des rebonds. Jacques Chirac, avant de gagner en 95, avait perdu en 81, avait perdu en 88. Ce livre, c'est aussi l'histoire d'un homme qui échoue, qui doute, et dont le parti est vraiment la forteresse, la mine pleine de ressources qui lui permet de se revitaliser, la bande de camarades dans laquelle il tire, ceux qui vont l'accompagner dans tout un tas d'aventures. Et finalement, c'était un peu raconter la droite à travers ces personnages qui, pour certains, sont encore dans l'actualité politique. On croise Michel Barnier, on croise François Bayrou, on croise Alain Juppé, alors qu'il est au Conseil constitutionnel maintenant. Mais c'est un livre qui parle d'hommes et de femmes politiques qui sont encore aujourd'hui dans le paysage français. Et qui raconte l'histoire d'un parti qui s'est créé sur 2 ruptures. La première rupture est celle, évidemment, de Jacques Chirac avec Valéry Giscard d'Estaing en 1976, la fameuse phrase « je n'ai pas les moyens de gouverner », claque la porte, il s'en va. Donc on a le sentiment, et encore on a le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans le fantasme, la recherche de cette rupture absolue. Comment partir ? Comment créer un parti? Comment lancer sa conquête? C'est à chaque fois, on voit bien la réflexion qui se calque sur ce modèle, ça c'est vrai. Et la deuxième rupture, c'est au fond une forme de trahison. En 1993, quand Jacques Chirac dit devant son parti anti-européen, je vais voter oui au référendum pour le référendum de Maastricht, 2 ans plus tard, il est à l'Élysée. Est-ce qu'un parti va au pouvoir, non pas en s'épurant, mais en se trahissant?
La première question, effectivement, c'est celle de l'identification, la définition de son espace politique. Quand Jacques Chirac part en 1976, lui qui avait été pendant 2 ans le bras droit de Giscard, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent qu'en 1974, si Giscard gagne, c'est grâce au tandem Chirac-Giscard. C'est l'alliance centriste-gaulliste qui gagne en 1974. Et Jacques Chirac va donc à Matignon, en ayant trahi son propre camp, sa propre famille, Déjà. Jacques Charbonne-Delmas, qui était le candidat de la famille gaulliste en 1974. Cette nouvelle société qui n'a jamais pu voir le L'homme jour. de la nouvelle société, l'ancien député maire de Bordeaux. Et donc, 76, c'est un retour à l'état naturel. C'est une division des centristes et des gaullistes qui s'étaient retrouvés unis entre 74 et 76. Et donc, cette question du départ, d'ailleurs, on peut relire cette histoire du RPR où on regarde notre actualité politique, il y a une volonté de Jacques Chirac de se définir par rapport à ce qui l'entoure, c'est-à-dire ni la droite libérale qui est au pouvoir, le giscardisme, ni la gauche d'opposition, et donc ce créneau du travaillisme à la française. C'est sa première formule de Jacques Chirac. Créneau sur lequel il va évoluer. En 81, en 83, Jacques Chirac est l'homme du libéralisme à la française, puisque cette fois, il faut se définir face à un pouvoir socialiste. Donc, c'est un parti et c'est un candidat qui se définit par rapport à ce qui l'entoure. Alors, effectivement, ce fameux travaillisme à la française qui a pu en inspirer après tant. Et justement, sur cette idée de la droite sociale, ce fameux discours d'Égletons, où c'est là où il formule ce fameux travaillisme à la française. Puis, il y a on est obligé d'aller vite parce qu'il y a eu tellement de choses, mais quand même, ce fameux aussi virage à droite que vous signalez et qui se marque, qui se cristallise par cette fameuse sortie sur l'immigration, le bruit, les odeurs. Qu'est-ce qui arrive à Jacques Chirac à ce moment-là? Pourquoi, avec le recul, et certainement vous avez la réponse, que s'est-il passé pour qu'il pense qu'il faille donner et avoir cette expression-là sur le bruit, les odeurs, les immigrants, les gens deviennent fous? Pour continuer ce que je vous expliquais, il y a toujours un positionnement par rapport à la scène politique. Le positionnement sur le travaillisme à la française, c'est par rapport au libéralisme de Giscard. Le positionnement en 1979 sur un souverainisme, puisque Jacques Chirac défend en 1979 une ligne anti-européenne. L'UDF serait le parti de l'étranger, c'est le fameux appel de Cochin. C'est la ligne qui sera défendue en 92 au moment de Maastricht par Pasqua, par Séguin. C'est un positionnement face à l'UDF, face au pouvoir giscardien qui, lui, est europhile, veut une construction européenne avec Simone Veil. Et donc le positionnement dans la seconde moitié des années 80, très dur sur l'immigration. Vous avez rappelé le bruit et l'odeur, mais il y a d'autres positions sur le droit de vote des étrangers en France, sur la limitation de l'immigration, sur la restriction de certaines prestations sociales aux seuls nationaux. Tout ce positionnement se fait par rapport à la scène politique du moment. D'abord parce qu'il y a une explosion de l'immigration. Et une montée du Front National. Et donc, on retrouve encore les accents et les résonances avec aujourd'hui. Et c'est par rapport à ce Front National que Jacques Chirac essaie de se positionner. Et ce discours s'explique aussi par ça. Alors c'est donc une certaine idée du pragmatisme, tout à fait, de l'opportunisme, un peu, diraient certains, mais avec quand même des valeurs qui restent quand même fortes, puisque à ce moment-là, parce qu'il y a effectivement cette poussée du Front National, Charles Pasqua pousse dans les années 80, en particulier 85-86, Jacques Chirac à dire pour gagner, il faut avoir des valeurs communes avec le Front National. Il le pousse à rencontrer Jean-Marie Le Pen. Il rencontre à son corps défendant Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, et ça se passe très mal. Oui, alors, en réalité, la ligne de Charles Pasqua, c'est de dire que le RPR n'a pas le courage d'évoquer certains thèmes, cherche trop à faire la course, l'alliance avec les centristes, et donc à épurer son discours, ne pas parler des sujets qui fâchent, l'Europe, l'immigration, l'identité. Et Charles Pasqua voudrait, lui, un RPR droit dans ses bottes, qui n'a pas peur de certaines questions, et qui aille reconquérir les électeurs du Front National, des électeurs qui sont partis du RPR pour les OFN. C'est un peu la stratégie qu'a eue en 2007 Nicolas Sarkozy, d'aller sur certains thèmes pour, on avait dit, chasser sur les terres du Front National et aujourd'hui du Rassemblement National. Jacques Chirac, lui, il a toujours fait le distinguo entre les électeurs du Front National, auxquels il veut continuer de s'adresser, et Jean-Marie Le Pen, qui est vraiment la persona non grata, avec lequel il ne veut pas dialoguer. Vous avez évoqué cette rencontre, effectivement, en 88, rencontre qui dure 2 minutes. Jacques Chirac rencontre dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, par l'intermédiaire de Charles Pasqua et de Pierre de Bénouville, le général de Bénouville, Jean-Marie Le Pen, auquel il dit, écoutez, vous pouvez me soutenir, mais j'ai rien à vous proposer. Jean-Marie Le Pen lui dit, si vous ne me proposez rien, je ne vais pas vous soutenir. Et les deux hommes s'en tiennent là. Donc Jacques Chirac a toujours été très ferme dans son rapport à l'extrême droite, au Front National, à Jean-Marie Le Pen. Et on se souvient d'ailleurs pour la postérité du discours de 2007 à l'Élysée, l'extrême droite est un poison qui divise. Ce legs politique du chiracisme, c'est aussi la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir entre la droite républicaine et l'extrême droite. Qu'effectivement, qu'entre les 2 tours de l'élection présidentielle en 2002, il avait refusé le fameux débat d'entre 2 tours face à Jean-Marie Le Pen, qui avait été donc qualifié par l'élimination
du Parti socialiste. Une toute petite parenthèse sur Charles Pasqua, il mériterait une émission entière, sur laquelle vous avez aussi écrit. C'était le Mazarin de Chirac, c'était celui qui était à la fois une sorte de cardinal, on va dire, politique, qui était chargé de toutes les œuvres, peut-être parfois un peu moins nobles de la vie politique. Je ne sais pas si c'était le Mazarin, il faudrait trouver la figure politique qui irait mieux, mais en tout cas, c'était le grognard, c'était l'homme de tous les combats nobles, les basses heures. C'est celui qui, c'est pour ça que le mot grognard, je trouve, va bien, a aussi été là de bout en bout de l'aventure. C'est le Marie-Louise en 67, puisqu'il faut rappeler que Charles Pasqua fait la campagne législative de Jacques Chirac en Corrèze en 67 pour qu'il colle les affiches. Il fallait croire au personnage Chirac à l'époque. Et c'est l'homme qui, malgré leurs différends, en 2002, Charles Pasqua pense même à se présenter, va rester toute sa vie durant d'une fidélité forte à Jacques Chirac, une fidélité personnelle qui dépasse le cadre politique pour tout un tas de raisons. Effectivement, ça mériterait une émission entière pour expliquer leur relation, mais c'est celui qui, auprès de Jacques Chirac, va être vraiment de bout en bout dans un premier sac de conseillers. Et effectivement, avec un positionnement au fond assez avant-gardiste et moderne, parce qu'il fait monter une génération d'élus qui venaient d'une immigration, qui n'était pas prévue forcément pour être dans la vie politique à un haut niveau. Patrick Devedjian, Carucci, Nicolas Sarkozy, Balkany, enfin cette génération-là qui vient dans les Hauts-de-Seine et qui est la nouvelle génération des élus. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Mais je reviens aussi à 1995, parce que c'était effectivement l'élection qu'on a dit de celle de la rupture de Jacques Chirac, mais c'est aussi la grande division à droite, la grande guerre entre Chirac et Balladur, et pourtant l'élection est gagnée. Est-ce que cela veut dire que là, en politique, au fond, la division fait la force ? Non, alors je crois qu'en 1995, d'abord, ce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent, c'est que Jacques Chirac a été donné perdant jusqu'en février 1995. Ce qui peut montrer qu'en politique, jusqu'au dernier moment, il ne faut pas croire les tendances, il ne faut pas croire les sondages, il peut toujours se passer quelque chose. Ça montre aussi l'usure du pouvoir. Chirac perd en 88 parce qu'il est à Matignon et qu'au fond le pouvoir abîme. Balladur perd en 95 parce qu'il est devenu le symbole, l'incarnation de choix douloureux, de choix compliqués. Et donc lui qui a plutôt une cote de popularité très élevée est abîmé par l'expérience du pouvoir. Et Chirac refuse d'ailleurs d'aller à Matignon en 93 parce qu'il est persuadé qu'aller à Matignon l'enfermerait, ne lui permettrait pas d'aller au contact des Français, de proposer des choses suffisamment ambitieuses. Ensuite, il y a un vrai mouvement de bascule. À partir de février 1995, Chirac devient celui qui va faire gagner la droite. Beaucoup de gens se rallient à lui. Il a été pendant très longtemps, en 1994 et jusqu'au début 1995, entouré d'une poignée de compagnons fidèles qui ont cru. Jean-Louis Debré, Philippe Briand, Saint-Cernin, Muselier. Enfin, il y a un petit groupe de vrais fidèles qui ont cru à Chirac. Ils seront ensuite beaucoup plus nombreux, mais les premiers, les apôtres de Chirac en 1994-1995 ne sont pas nombreux. Et on verra après ceux qui le suivront dans le désert de la dissolution qu'il aura le malheur de décider 2 ans plus tard. On va faire un saut dans le temps pour arriver quand même à ce qui nous arrive aujourd'hui dans la vie politique française, les tensions qui existent. Le RPR donc est un nom récupéré aujourd'hui par des clubs politiques proches du RN, en particulier donc, par Franck Alizio à Marseille, candidat à Marseille. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au fond, ce que l'on entend beaucoup sur le terrain, que vous entendez certainement quand on entend que tout simplement aujourd'hui, le RN d'aujourd'hui, c'est le RPR d'avant, ça correspond à cette évolution politique ? D'abord, c'est l'histoire d'un oubli maladroit, voire malheureux. Oui, pour un domaine. Puisque en 2002, c'est un militant de base, qui va à l'INPI, donc l'Institut national de propriété intellectuelle, et qui dépose le sigle et le logo du RPR, et qui va en rester propriétaire pendant une quinzaine d'années, avant, en effet, vous venez de le rappeler, de le revendre à Franck Alizio, député Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, et qui va recréer un RPR 2.0, objet d'un litige judiciaire, puisqu'aujourd'hui, l'affaire est en justice. Renaud Muselier, figure du RPR, président de la région PACA, est devant les juges pour estimer que c'est une récupération politique et que les statuts du RPR s'opposent à ce que le parti soit recréé par aujourd'hui un membre du Rassemblement national. Donc il y a une bisbille judiciaire qui n'est pas terminée sur cet héritage. Il n'empêche que le RPR 2.0 a aujourd'hui des antennes dans de très nombreux départements, est utilisé comme sigle de campagne dans de nombreuses élections municipales. Donc c'est
revenu sur la scène nationale, ça dit deux choses. Ça dit une, que l'histoire du RPR, la mémoire du RPR dit encore quelque chose aux Français. C'est quelque chose qu'on peut convoquer. Ça rappelle une droite victorieuse, une droite sociale, une droite populaire, la droite du prolo au bourgeois, une droite qui rassemble. Et donc, la volonté de la droite républicaine et extrême droite de capter ce logo RPR montre que c'est quelque chose qui parle encore aux Français. Alors, j'entends votre lecture positive de l'affaire, mais ça raconte aussi un glissement de terrain politique. Alors, j'allais y venir. Voilà. C'est la deuxième partie. C'est que la droite héritière du RPR, ayant quitté le segment qui était le sien, une droite sociale, populaire, souverainiste, un petit peu pour aller vers la gauche, en devenant une droite européenne, libérale, là où était l'UDF historique, ce terrain est resté vide. Et donc le RN, aujourd'hui, occupe un terrain qui n'est pas défendu par grand monde, veut s'installer dans ces soucis-là. On peut rappeler qu'au moment de la campagne législative 2024, Jordan Bardella lance sa campagne Maison de la Chimie en disant « Nous sommes le nouveau RPR ». Au fond, reprenez le programme des Assises de Villepin de 1990, que je raconte dans ce livre, Assises où il est beaucoup question en 1990 d'immigration, d'identité. Jordan Bardella en 2024 dit ce programme, c'est le nôtre aujourd'hui. Il ira plus loin, même plus tard, en disant qu'il faut créer également l'UMP, c'est-à-dire cette fois-ci intégrer le centre, ce qui montre à quel point il estime que son parti est arrivé au fond, au centre, on va dire, en tout cas au courant central de la vie politique française. Les électeurs en décideront. Mais toujours pareil, RPR, parti où on a l'habitude, en tout cas leurs personnalités sont issues, qui en sont issus ont l'habitude de faire des ruptures, ou même des trahisons. Nicolas Sarkozy, dans le Figaro, dit « Je considère que Marine Le Pen ne peut pas être mise en dehors du front de l'arc républicain et il ne faut pas maintenant voter contre elle. » L'ancien, quand même, chiracien, certes, qui ensuite s'est opposé, mais quand même, ça aussi, c'est un tournant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? D'abord, c'est un tournant historique, c'est-à-dire que l'opposant traditionnel et historique de Jacques Chirac, du RPR, Jean-Marie Le Pen, avait été compris, condamné en justice pour des propos antisémites, pour des propos homophobes. Donc il y avait une ligne qui était beaucoup plus claire vis-à-vis de lui. Marine Le Pen, l'histoire étant différente, le personnage politique étant différent, cette ligne est encore plus faible. Et peut-être que demain, avec Jordan Bardella, la ligne sera encore plus compliquée à défendre, lui-même disant « mais moi je n'étais pas né à l'époque où ont eu lieu les condamnations de Jean-Marie Le Pen ». Qu'est-ce que veut dire aux gens de la droite, Nicolas Sarkozy, quand il reçoit Jordan Bardella, quand il tient ses propos contre donc le Front républicain, au fond, et puis le cordon sanitaire, il défait le cordon sanitaire de Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il veut dire à la droite ? On est dans l'après-chiracisme complet. Il se positionne aussi par rapport à la société d'aujourd'hui en disant est-ce que le Front républicain, la limite n'est plus entre la droite et l'extrême droite, mais entre le Front républicain et l'extrême gauche. Et c'est tout le débat qu'on a pu avoir ces derniers jours sur est-ce que ceux qui sont en dehors de l'arc républicain, au fond, c'est pas la France insoumise qui, depuis le 7 octobre, par ses positions sur un certain nombre de sujets, par les violences d'un certain nombre de ses acteurs, par les compromissions qu'il y a pu avoir de certains de ses parlementaires avec une ultra-gauche, ultra-violente, est-ce que ça n'est pas la partie qui est en dehors de l'arc républicain. Est-ce que la droite ne doit pas déplacer sa ligne rouge, finalement, de sa droite à sa gauche? Vous estimez qu'effectivement, le front républicain nouveau qui est en train de se constituer, qu'on a vu déjà avant les éléments et drames de la mort du jeune Quentin, qui était d'être un front républicain qui voulait repousser, qui se veut repousser la France insoumise, c'est aujourd'hui la nouvelle mouture du Front républicain? La question se pose, en tout cas en 2024, au moment législatif, il y a un Front républicain qui est tout sauf le Rassemblement national, avec au centre certains acteurs qui jouent la position du ni le Front national, ni la France insoumise. Je crois que depuis 2024, le discours politique, en tout cas au centre et à droite, a beaucoup évolué. Il reconnaît davantage le Rassemblement national dans ce Front républicain. C'est une vraie rupture, c'est une rupture historique, c'est une rupture intellectuelle, c'est une rupture politique. Mais c'est une rupture objective, en tout cas c'est le positionnement des personnalités politiques aujourd'hui, et qui place plutôt cette exclusion vers l'ultra-gauche, vers la France insoumise, pour les comportements et les propos qu'elle a pu avoir. Quel est le défi historique pour la droite en 2027 ? Puisque, je soumets ça à votre analyse d'historien, en général c'est une droite forte, et seule une droite forte qui peut juguler l'extrême droite, qui peut la contenir, voire la repousser. Quel est pour vous le principal défi de la droite pour 2027, lorsqu'on entend Xavier Bertrand qui dit ni LFI ni RN, Bruno Retailleau qui dit contre le social-étatisme? Selon vous, quelles sont les mécaniques à l'œuvre? D'abord, il y a le chef.
le chef pour cheffer, comme aurait dit Jacques Chirac, avec aujourd'hui une multiplicité des candidats. Vous avez évoqué Xavier Bertrand, on peut parler de Bruno Retailleau qui vient de se déclarer, David Lisnard qui s'est lui-même déclaré. Donc il y a un sujet de guerre des chefs. Peut-être qu'il faudra une primaire. Alors dans l'histoire, 2014-2016 a été un moment douloureux pour la droite. Donc est-ce que le parti peut encore avoir une primaire? Je crois qu'il y a un groupe de travail qui fait d'ailleurs sa dernière réunion sous la présidence de Gérard Larcher dans quelques jours, qui doit fixer les modalités pour les Républicains de désignation de son candidat. Donc la question d'une primaire ou d'un autre mode de désignation sera à l'œuvre. Et puis ensuite, il y a la question du positionnement. On vient de parler il y a quelques instants du rapport à l'extrême droite. Sont-ils, oui ou non, dans le champ républicain? Est-ce que le RN est encore d'extrême droite? Vrai débat de société qu'on entend sur beaucoup de plateaux de télévision. Et puis, quelle est la ligne sur des questions économiques? Vous avez aujourd'hui, je pense à Xavier Bertrand, qui est plutôt sur la ligne d'une droite sociale, séguiniste. Un David Lisnard est plutôt sur une droite milléiste, d'inspiration argentine, on retrouve les enjeux et les défis du RPR d'avant, c'est être capable de faire réunir des approches parfois antagonistes sur ces analyses-là. Donc, qui serait capable de les fédérer? Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, lance un appel et une alerte en disant « Attention, je vois les erreurs de 2022 se reproduire ». Elle aussi, fidèle chiracienne. Si on ne réagit pas, s'il n'y a pas très vite un candidat désigné, c'est l'élimination de la vie politique qui nous guette. Vous partagez cette crainte? Je me retrouve dans ce que Valérie Pécresse disait. S'il n'y a pas rapidement un chef qui soit capable d'être le point d'unification de tout le monde, cette droite-là va disparaître, soit en partant vers le centre droit, soit pour une partie en partant vers l'extrême droite. C'est déjà le mouvement qui avait été engagé avec Éric Ciotti au moment des législatives. Peut-être votre nouveau travail d'historien qui va continuer sur la droite. Merci beaucoup Pierre Manenti d'être venu dans le Grand Oral. On se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.